Merci en pile. Bonjour tout le monde qui vient écouter ça, mon cabinet. D'abord, pour yon, on te voulait remercier organisateur Festival Livan Bagua d'avoir invité moi et d'avoir aussi moi titre invité d'honneur. Ça a fait moi un peu de plaisir. Et c'est eux qui dit moi qui t'aime pour moi te parler jeunes là, à part moi qui choisit thème là, mais en cas supposé que si vous proposez mon thème là, ça, c'est que vous êtes pensé, en capable de débuter, il faut couillon par rapport à ça. Alors, quand ça y est oralité, c'est forcément là que ça la littérature orale. Et les autres savent qui entendent l'esclavage, et même après ça, il faut voir l'ouvement de la Martinique. Moun te ka considéré que Comté, c'était bita vienne. C'est-à-dire là où tu as la campagne, un monde mort, où tu as qui toute qualité, la voisinage, qui a réuni, et puis, moi-même, là, moi, j'ai dit, moi, j'ai 8 ans, à partir de j'ai vu ça, et à tenir un petit cousin qui était mort, et nous tenions, parce que l'électricité en quartier, là, à l'époque, là, c'était dans la campagne à Loin, encore même en Martinique. Et on a changé dans le cadre de ces boucles-là, qui ont essayé, qui ont compté des militaires, nous, nous pas de comprendre. Et ça a impressionné moi tout bonnement. Mais toujours pas de considérer ces récits au sérieux. Pour moi, c'est des boucles qui étaient comptés à envahir, tout le monde était admiré. Et puis, le lendemain, il était comme n'importe monde. Il était coupé comme, il était militaire, il était... Alors, quand on dit ça, c'est qui genre littérature nous sortit dans oralité. Et comment on finit les autres? Oralité, nous, pas seulement conte, ni titre, ni proverbe, ni chanter. Ça partit, j'ai considéré comme militaire qui est en valet dans la société là, dans ces mondes-là qui étaient quand même dans la société là. Et surtout ces mondes-là qui étaient ça écrit là. Parce que les autres savent que Code Noël là, tu as opposé ces maîtres-là à prendre ces esclaves-là, lire et marquer. Donc, seul monde qui te connaît marqué, c'était ces blancs-là, ces béquets-là qu'on a en Martinique. Donc, n'est pas ça écrit. Mais est-ce que tu couillon pour autant? Non. Je te dis propre littérature à la yo. Et littérature à la yo, sont littératures qui, d'abord pour yon, sorti à deux soupes, un soupe kalinago, amérindien, et un soupe africain. Et il mélangeait aussi avec un soupe qui sortit de l'Europe, puis les autres savent que majorité à ces colons-là, ils ont été salués. Qui t'a eu mis l'école laïque gratuite obligatoire en France en 1880. Ces colons-là, en 1635, 40, 45, 50, ils ont été salués. Au 18e siècle, la majorité à ces colons-là pas été salués non plus. Donc c'est un tout petit créé dans ces colons-là qui était marqué. Et d'ailleurs, on a profité pour dire que le créole, c'était langage aussi, langue natif natal. Là, il y a dit nous, créole, le créole descend du français. Ça tout à fait faux. Pour qui? En 1637, les Français débarquaient à Casano, la langue française n'a pas existé. D'ailleurs, c'est pour ça, en 1637, Richelieu a décidé de créer l'Académie française. Même l'année là, ces blancs-là débarquaient Martinique et Guadeloupe. En Académie, c'est pour faire qui ça? Il y a des tâches. Créer un dictionnaire et créer un orthographe. Mais ces académiciens-là, tu sais, tellement, il y a imité orthographe latin. Et c'est pour ça que même ces Français là, ils babent ça. Parce que pour la langue latine, pas qu'à servir un orthographe latin sauf français. Ni italien, ni portugais, ni espagnol. Il n'y a pas d'orthographe sauf français.
Alors bon, on dit ça parce que pendant longtemps, il y a marqué créole, mais il y avait l'orthographe français là. Ils sont en orthographe qui est compliqué. Ça t'a empêché créole, la propre valorisation parce que ça t'a créé en confusion entre tout le monde. On est des langues différentes qui ont le même système orthographique et système-là, j'ai compliqué. Bon, alors, on va retourner sur ces comptes-là. Le conteur, c'est notre premier littérateur. C'est-à-dire, c'est le premier qui utilise les mots de manière différente que dans la vie quotidienne. Il les travaille, il les littéralise. Bien sûr, il n'écrit pas, mais il y a un travail esthétique qui est fait sur la langue et un travail qui est fait aussi sur l'organisation du conte. Il y a un véritable travail qui est fait. Dans les années 90, j'ai enquêté sur les derniers conteurs antiques. J'en ai fait un livre qui s'appelle « Les derniers maîtres de la parole », avec un ami décédé aujourd'hui, malheureusement. Et nous avons fait des photos de ce conteur dans nos vies quotidiennes, de magnifiques photos en riant. Alors, quand on dit que ce sont les derniers conteurs, ça veut dire oui, mais il y a en Martinique, il y a au Libéralé, en Guadeloupe, il y a Benzo, etc. Et d'autres, bien sûr. Et moi, c'est pas ma conception. Pour moi, un conteur créole, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école française et ne sait pas lire et qui est principalement créolophone. À partir du moment où on est allé à l'école, on a appris à lire et on connaît le français, on peut avoir des capacités, bien sûr, d'expression telles que Benzo, Joby Berabé, etc. et tout, mais on n'est pas dans la même logique que nos conteurs. Nos conteurs sont porteurs d'une histoire qui est marquée par l'esclavage et qui est marquée par la naissance brutale d'une langue. En 50 ans, le créole est né en 50 ans, hein. C'est très peu. C'est pour ça qu'il a des handicaps. Il faut voir qu'on se trompe. Les langues mettent des siècles à se former. Mais il y avait une urgence communicative dans nos îles au XVIIe siècle. Une urgence. Il fallait que les colons se comprennent avec les Kalinagos et avec les Africains. Et tout le monde parlait des langues différentes, plusieurs. Rappelez-vous le père là-bas, il a voulu apprendre la langue Kalinago pour évangéliser les autochtones. Il s'est dit, mais ils sont fous ces gens, mais pourquoi ils parlent deux langues? Les femmes parlent une langue et les hommes parlent une autre langue. Et comme les femmes étaient plus réceptibles à son message, il avait commencé à apprendre le Caraïbe des femmes et les hommes ne le comprenaient pas. Jusqu'à ce qu'on réalise qu'en fait, il s'agissait de deux peuples différents. Donc même chez les Kalinago, il y avait déjà deux langues différentes. Chez les colons, le français n'existait pas. Donc on parlait normand, poitevin, piquant, etc. Chez les Africains, les V, le Wolof, le Fon, le Bambara, il y avait une cacophonie linguistique au XVIIe siècle. Donc c'est de cette cacophonie qu'a pu jaillir rapidement une langue qui a permis à tout le monde de se comprendre. C'est pour ça que le mot créole vient de créer, qui veut de créer, le latin, ça s'est créé. Mais quand une langue se crée aussi vite, c'est comme un bébé qui, au lieu de naître à 9 mois, il naît à 6 mois. Alors, ce bébé-là, il peut devenir Usain Bolt, hein, mais à condition de le mettre sous couveuse et puis de s'occuper sérieusement de lui. Là, il peut devenir Mike Tyson. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le créer? Cette langue n'est prématurée ou brutalement. Au lieu de nous mettre en bas en couveuse, tout le monde a essayé tout faire. Et nous avions écrit un livre dans les années 90 qui s'appelait La Charte culturelle créole, dans laquelle nous identifions 4 monuments du créole. Les Blancs créoles, qui étaient pauvres,
Je me rappelle que la compagnie des îles d'Amérique a été ruinée plusieurs fois et que les rois de France ont dit, bon, on commence à en avoir marre de vos trucs là, on va arrêter la colonisation dans les îles. Parce que les Blancs n'étaient pas venus ici pour faire l'agriculture. Ils venaient au chef de l'Eldorado. Comme les Espagnols et les Portugais avant, ils sont venus faire de l'agriculture ici. C'est par pur hasard que les Juifs expulsés du Brésil ont débarqué à Martinique et à Guadeloupe et ont amené une technique de raffinage du sucre qui a permis à ces colons à moitié analphabètes de s'enrichir. Mais ce n'est pas venu faire l'agriculture ici. Donc bon, le sucre les a enrichis miraculeusement, on peut dire. Et dès que le sucre les a enrichis, ils ont dit que leur parlant, c'est le jargon des nègres. C'était tout en continuant à parler que. C'est bien qu'au XVIIIe siècle, il y a un Suisse qui s'appelle Giraud de Chantran qui voyage à Saint-Domingue, qui était la plus riche colonie du monde à l'époque, et qui s'indigne dans le livre. Mais comment je vais dans les plus riches familles blanches de Saint-Domingue et tout le monde parle créole, même les jeunes filles aux joues roses, enfin le teint de rose, c'est scandaleux. Mais pourquoi ils parlent la langue des Noirs, entre eux et tout le temps? Mais ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas la langue des Noirs, c'est la langue de tous les habitants de la colonie. Simplement, les Békés avaient renié le créole, et comme ils avaient les moyens, ils faisaient venir des précepteurs de France pour enseigner à leurs enfants le français. Au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mulâtres? Ils ont fait pareil. Ils voulaient l'égalité avec les Blancs. Ils ne voulaient surtout pas être assimilés aux Noirs. Donc, ils ont renié le créole. À Martinique, on est depuis en mulâtre, ni en vieux cheval, et quasiment, ils se séparent. Est-ce qu'on dit à Martinique, vous critiquez l'attitude mulâtre? Bon. 19e siècle, après l'abolition, qu'on fait les Noirs, troisième monument. Parce que les Nègres comprennent, celles gens qui peuvent sortir en bas habitation, en bas béquille, c'est l'école. C'est sérieux. L'école a été la terre des gens sans terre pour nos ancêtres, après la révolution. Il n'y avait pas d'autre moyen d'échapper à l'emprise béquille. Mais l'école, elle était en français. Donc la mère de famille, elle ne va pas dire à son fils parle créole, puisque le fils va être fouillé à l'école. Donc la classe noire fraîchement libérée a été obligée, elle aussi, de renier le créole. Et c'est comme ça que les mères antillaises, de manière assez comique, en tout cas en Martinique, disaient à leurs enfants, parlez créole. Mais elles le disaient en créole. Ce qui est comique, quoi. C'est pas si comique si on comprend que ça ne veut pas parler français. Quatrième monument. Après l'abolition, comme vous le savez, les Indiens, les Chinois, tout ça sont arrivés. Qu'est-ce qui leur a permis de s'intégrer dans notre société? C'est la langue créole, c'est pas le français. Les immigrés asiatiques ne parlaient pas français. Ils se sont intégrés grâce au créole. Et puis une fois qu'ils se sont enrichis au XXe siècle, ou en tout cas qui sont montés dans l'échelle sociale, sont devenus propriétaires terriens, grands patrons des travaux publics comme en Guadeloupe, hein, de construction, voilà, bon. Et en Martinique, propriétaires de grands bus de compagnie, de bus scolaires, etc. Ces Asiatiques ont renié leur créole. Donc voilà une langue qui a été reniée pendant 4 siècles par ses locuteurs. Donc normalement, elle aurait dû disparaître. Mais elle n'a pas disparu parce que c'était la langue maternelle de toutes les populations depuis le début de la colonisation. Et c'est dans cette langue-là que les contes créoles, les titimes, les chansons et tout ça se sont faits. Donc le conteur créole, pour nous, en tout cas pour un certain nombre de gens qui réfléchissent à notre situation, c'est notre premier esprit. Parce que nous avons une écrivain en français dès
le milieu jésuitiel. Mais c'était des gens qui étaient frappés de mimétisme par rapport à la face. Alors nous avons eu nos parnassiens créoles, nos romantiques créoles, députés en mouvement littéraire en France, 20 années après, même le mouvement-là, tu es capable de quand pas tenir Internet, ils étaient à quoi le temps, hein? Le romantisme paraît alors. Et ça a continué jusqu'au 20e, attention. Parce que Césaire, c'est quoi? C'est le surréalisme. Au départ, attention. Et le surréalisme est né en France. Donc Césaire, lui, s'inscrit dans le surréalisme. En tout cas, son écriture. Peut-être pas son discours, et encore, même un peu son discours. Donc, jusqu'à la période de Césaire, nous sommes dans une situation de mimétisme envers la littérature française et d'occultation de l'oralité. Il n'y avait pas de relation entre ce que nos auteurs écrivaient en français et puis toute cette oralité. Il y avait une béance. Édouard Glissant emploie ce mot dans le discours entier. Il dit qu'il y a une béance entre notre littérature orale et notre littérature écrite. Alors, le premier qui a essayé de combler cette béance, ça a été Édouard Glissant. Il a tenté de le faire. Il a tenté de partir à la recherche de ce qu'il a appelé la poétique du créole. Et bon, dans ses livres, La Lézarde, La case du commandeur, etc., 4e siècle, on voit vraiment cet effort qui est fait. Mais malheureusement, c'est un effort qui est très intellectuel. Je suis sûr que si je vous coince là, et je vous dis là, en tête-à-tête, est-ce que vous avez lu l'effort? Ou est-ce que vous l'avez terminé? Je suis sûr que vous me dites en tête-à-tête, non. Et même moi, je lisais l'histoire, bon, tes essais sont clairs. Le discours entier, le tout le monde, etc. Mais tes romans sont extrêmement difficiles. Si moi, je les trouve difficiles, qu'est-ce que tu laisses pour qui sont forts? Et il avait cette phrase magnifique. C'est là où on va avoir une belle bigomme, hein? Mes lecteurs sont futurs. Alors, je lui disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je me dis, mais des types comme vous êtes trop bêtes. Dans 2 générations, ils comprendront clairement ce que je veux dire. Donc bon, il faut une démesure chez certains esprits comme Glissant, comme Papa Yaya, comme, bon, dans nos sociétés, on a des gens qui sont dans la démesure, mais la démesure n'est pas forcément quelque chose de condamnable. Parce que si on reste dans la mesure, c'est une mesure coloniale. Ah ben oui, c'est une mesure coloniale, et on est très propre sur soi, on suit les cadres et tout ça. Et bon, et c'est pour ça que nous sommes dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je veux dire que, bon, nous avons commis beaucoup d'erreurs dans les combats que nous avons menés pour tenter de prendre en main, oui, comment je suis prudent, notre destin, parce que les peuples qui nous entourent l'ont pris, et au lieu de les imiter, ou d'essayer de comprendre comment ils ont fait, nous nous sommes raccrochés à de grands mythes révolutionnaires de pays qui étaient considérablement plus grands, plus peuplés. J'ai rien contre l'Algérie et Cuba. Hein. J'ai vécu en Algérie avec Daniel Boukman sur le président Ouari Boumediene. J'ai vu ce que c'était la révolution algérienne. J'ai vu cette catastrophe de petits bourgeois qui ont pris le pouvoir et qui utilisaient l'argent du pétrole à leur service, tout en se déclarant héritier de la révolution. Mais c'était pas vrai. Et chaque année, près de 1500 médecins algériens demandent l'équivalence des diplômes français. Mais je leur dis, mais c'est terrible. Vous avez fait une guerre de 7 ans.
il y a eu 1 million de morts. Et puis jusqu'à aujourd'hui, sur les 3000 médecins que vous formez, la moitié demandent à un équivalent séparé en France, alors que vous avez du pétrole, du gaz, etc. Mais qu'est-ce que vous avez fait de cela? Et bon, ceux qui osent tenir ce discours en Algérie, pensez bien qu'ils ne font pas leur feu. Donc, l'expérience de ces grands pays n'est pas la nôtre. Nous aurions dû regarder l'expérience des pays qui ont notre taille. Je ne sais pas, moi, Barbade, Sainte-Lucie, Dominique, l'île Maurice, les Seychelles, c'est s'inspirer de cette expérience pour voir si on n'aurait pas pu un peu, parce que je suis très pessimiste. Hein. La littérature antillaise, je ne suis pas loin de mon sujet, la littérature antillaise a du succès en France, même à l'international. Et nous sommes traduits dans des tas de langues. Moi, je suis traduit en japonais, en coréen, en grec moderne, enfin, tout ça. Mais je me dis, mais en quoi est-ce utile à la Martinique et plus largement à la Guadeloupe, à un pays? Alors, ça m'est utile individuellement, ça me permet de voyager gratuitement et de ne jamais payer de chambre d'hôtel depuis 30 ans. Alors, c'est la seule... On n'est pas des chanteurs et des footballeurs. Hein. Si vous voulez gagner de l'argent, faites chanteur et footballeur. La seule chose qu'on écrivain gagne, c'est qu'il ne paie pas de chambre d'hôtel et qu'il ne paie pas de billet. Mais sur un livre qui coûte 10 euros, excusez-moi d'être trivial, un auteur reçoit 1 euro. Et sur le 1 euro, l'État prend 40% d'impôts. Donc, bon, je raconte toujours cette chose qui fait souvent sourire. Je connais un auteur qui a eu le concours, que je ne vais pas nommer, qui reçoit un chèque de 4 millions. Ce n'est pas le prix qui lui donne ça, c'est la vente des livres. 4 millions de francs. Alors, l'État français, comme d'habitude, soi-disant capitaliste, mais c'est un État qui est très prédateur. Hein. C'est pas tellement capitaliste. C'est quand même un État où il y a 56% de prélèvements obligatoires. C'est quasiment un État communiste. Il reçoit des impôts. Bon, vous nous devez 1,4 million sur les 2 millions. Donc, il envoie un chèque en francs. Hein. Et quelque temps après, il reçoit une lettre. Oui, mais on s'est trompé. Vous nous devez 80 000. Alors, lui, il se rend chez la fleurophilie. Il dit 80 000 francs, c'est rien. Il fait son chèque et il donne au récepteur. Le récepteur, je dis, vous avez bien lu la lettre et vous envoyez. C'est pas qu'il me dit la lettre qui voit que c'était 800 000. OK. Donc, ça veut dire qu'il reste quasiment rien. Et vous comprenez pourquoi tous les footballeurs, les fédérés, les machins, tous les électorats, ils préfèrent aller dans d'autres pays, en Suisse et tout, pour ne pas avoir à être ponctionné par l'État. Alors, si l'État ponctionnait au service d'un peuple, ce ne serait pas inintéressant. C'est bien des prélèvements obligatoires. Mais si c'est pour faire des bombes atomiques, si c'est pour faire... C'est à ça que ça sert en fait. Tout cet argent qui est actionné n'est pas redistribué, mais utilisé notamment pour la vie de France. Ça coûte extrêmement cher, enfin, malgré toutes ces armes que vous voyez là. Alors, je reviens à ce que je disais. Nos compteurs, ils ont été longtemps pour nous un bouclier. Même s'ils étaient méprisables, l'État venait, ils enlevaient mortuaires. On les chassait de plus en plus. À l'époque où j'ai fait mon livre, c'est un petit peu avec 85 ans en moyenne, ils ne parlaient pas français. C'était dans la partie de la Martinique la moins aliénée, le monde des Est, sur les hauteurs de Sainte-Marie. C'est le dernier endroit en Martinique où il y a quand même le Bel Est, c'est-à-dire l'équivalent de Guadeloupe, où la plupart des gens ne parlent que créole. Il y a beaucoup de traditions amérindiennes, notamment la fabrication des paniers caraïbes. Et j'ai vécu la souffrance de ces derniers conteurs
Quand on leur a dit, mais écoutez, on va faire une école du conte. Et vous allez être les enseignants. Donc, nous avons fait une école du conte, qui c'est le mercredi après-midi. Ça a duré 2 fois, il y a eu 2 séances. Et les parents ont dit non, avec écrit, on ne peut pas parler de cette Simone. Ils croyaient que c'était des cours particuliers. Alors, on a un peu triché quand même. Hein? On avait dit oui, on va apprendre les cours, tu vois, quand même un peu. On fait un petit peu de maths, de géographie. On a oublié le truc. Mais quand les enfants revenaient à la maison, ils disaient ouais, il va apprendre, il va comprendre. Donc, les parents sont venus après nous, et puis les parents ont dit, bon, écoutez, vous arrêtez votre truc là, parce que c'est n'importe quoi. Mon camarade et moi, on a dit, bon, on va créer une association de compteurs, qu'on a appelée Compte Assemblée. On a réuni tous les compteurs dans une association, et on est allé voir les maires des communes, on leur a dit, écoutez, vous ne faites pas trop là. C'est bien joli. Il y a des chanteurs, mais aucun moins qu'à faire moins mal de quelqu'un. Mais enfin, bon, c'est bien, quoi. OK? Mais nous donner une place. Et on a été très surpris de voir que beaucoup ont dit oui. Mais en fin d'après-midi, quand même, hein, juste avant que la nuit tombe, j'ai dit, mais ça vous arrange? Alors, ils étaient surpris. Il faut que ça vous arrange. On dit, mais même la nuit, c'est encore mieux. Et c'est là où j'ai mesuré le degré d'inculture de nous-mêmes. Ils ne savaient pas que dans la culture créole, il est interdit de compter en plein jour. Ils sont maires. Ils sont maires, mais de communes comme ici, hein, pas de fond. Ils ne savaient pas. Mais avant, mais pourquoi? Je leur dis, mais dans la culture créole, si vous comptez pendant la journée, vous êtes transformé en panier. Alors on dit, ah bon? Et donc, ils peuvent être transformés en panier sur l'estrade, alors, sur le podium. Un qui m'a dit, je me suis dit, mais ils sont fous de ma gueule, c'est pas vrai. Mais il avait l'air sincèrement qui m'a dit, oui, mais vous comprenez, j'ai en charge de la sécurité de la population. Il a sorti tout son truc français, selon l'article 30 du code de police, les maires sont responsables. Vous comprenez, c'est un insigne de ce produit. J'ai dit, oui, mais alors, moi, je suis l'imbécile. Je lui ai dit, dans le code pénal français, je ne crois pas que la transformation d'un individu en panier soit prise. Et c'est là qu'il a compris que je me moquais de lui. Il m'a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et plusieurs maires ont accepté. Et tenez-vous bien, pendant près de 2 ans, le groupe Compte Assemblée, formé d'octogénaires et de nous allait dans les fêtes patronales et comptait. Malheureusement, la nuit n'était pas toujours tombée, parce que nos fêtes patronales, c'est souvent juillet-août, et la nuit ne tombe pas très vite à cette époque. Donc, certains refusaient de compter. D'autres ne voulaient pas que les femmes comptent. C'est un milieu misogyne. Donc, il y avait des femmes qui voulaient compter. Ils n'étaient pas payés par les mairies. Vous savez que les mairies vous font signer des trucs, et puis ils payent 5 ans après ou jamais. Enfin. Et puis, ils ont commencé à décéder. Mais cette expression, cette expérience m'a vraiment permis de pénétrer dans ce monde où il y a une mystique de la parole. Ce n'est pas seulement des acteurs, ils ont talent d'acteurs, bien sûr, mais il y a une mystique de la parole qui est très forte, qui est très puissante. Et d'ailleurs, souvent, les gens qui ne les aimaient pas me disaient, ah oui, mais au centre, c'est Bougla, ça c'est Kenboise. Compter, c'est Kenboise. Pourquoi fréquenter ces missions? C'est des Kenboise. Mais non. Et je le sais au compteur, mais est-ce que vous êtes des Kenboise? Je ne disais pas du tout, c'est Messi sont Kenboise, mais c'est pas au compteur. Donc bon, il y avait cette espèce de lutte entre Kenboiseurs et faux Kenboiseurs. Alors, mon disait c'est le haut lieu du Kenbois en Martinique. Derrière, on a décédé l'un des plus grands Kenboiseurs martiniquais qui s'appelait Lapierre, dont Maurice Mességuet, un Français qui était venu dans les années 70 en Martinique, avait fait un dévastateur sur la Martinique en disant oui, mais tous les Kenboiseurs, c'est des farceurs.
sauf la pierre, qui est vraiment le seul qui est bien, c'est ce que. Alors, je suis allé le voir. Je ne savais pas qui j'étais. Et c'est extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui a un cabinet avec une secrétaire. Et quand vous appelez, on ne vous demande ni votre nom, ni la commune de vous, ni rien. On vous dit, est-ce que le mercredi à 9h, ça vous intéresse? En général, c'est plus 4h du matin. Hein? Bon. Et vous êtes numéro 7. Donc c'est génial parce qu'il ne peut pas prendre de renseignements sur vous. Puisqu'il n'a pas votre nom, il n'a rien. Moi, je suis allé le voir. Il m'a fait entrer dans sa salle de travail. Il avait de grandes feuilles roses avec des crayons noirs. Et puis, pendant qu'il parle, il écrit une écriture un peu cabalistique, je dirais. Et tout ce qu'il me dit est faux. Et je suis content de me dire, c'est on dit que c'est le plus gros qu'un boiseur, mais heureusement, tout ce qu'il me dit est faux. Et je vois une petite salle au fond, avec des feuillages par terre, une grande bassine. Vous savez, les grandes bassines qu'avait le grand-mère. Je lui dis, mais vous faites la prière. Alors, au bout d'un moment, il me dit, oui, je sais, vous ne croyez pas ce que je raconte. Je dis, non, tout ce que vous m'avez dit, je lui dis, mais c'est quoi cette pièce? Il m'a dit, oui, il y a beaucoup d'institutrices qui ont quand même un peu une petite souffrance dans l'esprit à cause de vous, les hommes. Donc, je leur donne des feuillages. Je sais plus. Je me suis dit qu'il se livre à une activité à un ex. Je n'ai pas voulu savoir, mais effectivement, dans la salle d'attente, quand je suis sorti, il y avait beaucoup de femmes qui attendaient. Et tout ce qu'il m'a dit, donc moi, je suis content, je rentre chez moi, il est peut-être 5h, 6h du matin, j'étais venu le voir à 4h du matin. Et j'ai un choc. Parce qu'il m'avait dit, chez vous, il y a la photo d'un grand chanteur. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Moi, je ne suis pas de telle musique. Bon, par contre, la photo, je n'ai pas le temps de chez moi en plein tout se passe. Et quand, à 5h du matin aussi, j'ouvre la porte du salon, je vois une grande photo de Bob Marley, comme officiel avec les conteneurs de journal qu'il avait collé 2 jours avant et que moi, je n'avais pas amené. Oh, Seigneur, que ça m'a profondément troublé. Et je me suis dit, alors c'est quelqu'un qui ne prenait pas d'argent. Hein. Pour le dire, il m'a dit, écoutez, je lui ai dit, mais ça fait combien? Il m'a dit, écoutez, j'ai 10 hectares de malin. Donc, je n'ai pas besoin d'argent. Je dis aux gens de donner ce qu'ils veulent, 100 francs, 50 francs, etc. Alors, je lui ai demandé ce qu'il est compteur. Il m'a dit, oui, en 100 compteur aussi. Mais c'est en langue africaine qu'on a parlé. Au pays, on peut hacker dans 100 là. J'ai dit, mais non, mais parce que j'avais un appareil enregistré, de me dire quelques phrases dans sa fameuse langue appliquée. Alors, il m'a dit pendant 3-4 minutes, bien sûr, comme il y a des Africains en Martinique, surtout des Sénégalais et des Blancs, je leur ai fait écouter, j'ai dit, est-ce que vous comprenez? Et tous font dit, non seulement on ne comprend rien, mais ça n'a pas l'air de clair. Les tunnels tu as voté ça, le truc. Yes. Et j'ai fait des linguistes écoutés qui m'ont dit non, qu'il y a certains des gens chez nous qui sont capables, dans leur espèce de délire, d'inventer des langues. C'est pour ça qu'il y a l'expression française parler en langue. C'est l'expression, pour des gens qui délirent dans une langue et on n'identifie pas quelle est cette langue. Donc tout ça pour vous dire que c'est un milieu extrêmement dont nos intellectuels n'ont aucune connaissance. Parce que même quelqu'un comme Césaire, qui est né au fin fond de Masse-Pointe, il est quand même d'extraction petite bourgeoise, son père était inspecteur des impôts quand même. C'était payé par coupeur de canne. Donc, notre intelligentsia a écrit depuis toujours par rapport à la littérature française, jusqu'au surréalisme. Césaire. Dans les années 30-40 du XXe siècle. Dans les années 60, vous avez Lisa et d'autres qui arrivent, Simon Schwarzbart, tous ces gens qui commencent à écrire de manière différente et qui parlent. Et puis les auteurs créolophones, bien sûr. Parce qu'à la même époque des années 60, 70, 80, vous avez cette puissante révolution créolisante
avec Sonny Wilper, Hector Poulet, que je voilà, des tas d'autres, hein, Sylvia Telchid, enfin tous ces gens qui ont révolutionné l'écriture créole. Et en Martinique, ça a été aussi pareil, avec des auteurs comme aujourd'hui Bernabé, Monchoachi, tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'un lien a pu s'établir entre notre oralité et notre littérature. Mais attention, dans aucun pays, une vraie littérature n'est la reduplication de l'oralité. L'écrit, c'est quelque chose d'artificiel. Et la littérature doit assumer l'artificialité de l'écrit. La littérature ne peut pas être la simple reproduction de l'oral. Ce n'est pas plus. Donc, bien sûr, on se ressource dans l'oralité, mais à partir du moment où on écrit, on se coupe de cette oralité et on produit quelque chose d'autre. Alors, c'est un processus qui est lent. Il a commencé dans les années 80, je dirais. C'est rien dans l'histoire d'un peuple. C'est quoi, 40 ans, c'est rien. Pour un être humain, 40 ans, c'est beaucoup. Mais il ne faut pas qu'on réfléchisse à notre petite échelle d'être humain. C'est de manière séculaire. Mais je crois que le processus est entamé qui nous dirige vers la création d'une littérature qui progressivement sera une littérature qui fonctionne à partir de ses propres critères. Ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Nous sommes tenus par un certain nombre de critères, ne serait-ce que par les éditeurs. Quand j'envoie un manuscrit à l'éditeur, enfin, si vous écoutez mes écrits, il faut que je supprime 100 pages. Comment ça m'emmerder, regardez, moi, je supprime. Si je lui dis non. Si je lui dis, j'essaie de résister, d'employer des arguments malhonnêtes, oui, c'est des colonialismes, etc. Enfin, bon, c'est une bidon, mais moi, mais c'est non. Donc, l'éditeur, c'est lui qui décide quel est votre texte final. Alors, vous allez me dire, oui, on peut toujours sauter l'édité. C'est vrai. Mais il y a un métier qui s'appelle l'éditeur et qui est important. Et qui le regard extérieur, justement, c'est le livre. Et ça, on ne peut pas se passer d'éditeur. Et c'est pour ça que je soutiens les éditeurs locaux. Il faut que nous ayons des éditeurs locaux forts qui permettront à notre littérature, à terme, de devenir une littérature autonome par rapport à la littérature française. Mais, assurez-vous, l'Afrique francophone n'est pas mieux que nous. Hein. Ils sont indépendants, mais ils sont entièrement dépendants au plan intellectuel, politique. Ils passent le bac, le BLPC, enfin bon. Quand je vois ça, c'est hallucinant, quoi. Ils sont indépendants de 1960. Ils ont les mêmes diplômes que la France. Enfin, ils ont... et la France est très maligne parce qu'elle distribue les prix à ses anciennes et actuelles colonies. Donc, bon, on a des Sénégalais, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Mais bon, un jeune Sénégalais qui va venir ici, Mohamed Mbougar a eu le concours, moi aussi, je peux l'avoir. Mais ce faisant, il va ignorer le Wolof. Parce qu'il sait qu'en écrivant en Wolof, il n'aura jamais le concours. Or, je vous rappelle que 90% des Sénégalais parlent le Wolof. C'est pas ces pays africains où il y a 25 parents, donc ils ne peuvent pas utiliser l'argument. Ah oui, on a beaucoup de langues, donc on est obligé d'utiliser le français. Et avant la colonisation française, le Wolof était écrit en caractère arabe pendant des siècles. Donc c'est une langue écrite, parlée par 90% de la population. Mais est-ce qu'un écrivain va se lancer dans l'écriture de cette langue, sachant qu'il n'aura qu'un public local? Donc vous voyez, c'est difficile, c'est la même chose pour nous ici, les auteurs antillais. J'ai écrit mes premiers livres en créole. Les gens me disent, mais l'essier foutez ta pas bon, cahier, j'ai écrit un livre en créole. Oh, c'est ça. Mon premier livre, c'était 78. Quand je l'ai emmené dans une librairie à Fort-de-France avec mon petit sachet et une dizaine de livres, puis c'est une femme de mec en rock. Elle m'a regardé, elle avait presque peur de se salir les mains. Elle m'a rendu, elle m'a dit, monsieur, on ne voit pas ça.
Et bien sûr, il avait la honte, quoi. Et je suis reparti. J'ai continué à faire encore des livres en crayon. Et je rappelle souvent cette anecdote, c'est ma mère. Je lui offrais chaque fois mes livres avec une belle dédicace. Avant, c'est bien sûr, on ne pas le choquer. Et même là, oui. Et quand j'en ai eu marre d'être ignoré, j'ai eu de 78 à 87 alors, en créé. Puis j'ai dit, bon, j'en ai marre, personne ne me le lit, ça sert à rien, les piles de livres. Au moment de chez moi, ça sert de cachette pour les endoliers, les rares. Bon. Et quand elle a écrit en français, j'ai écrit en français, et j'ai offert à ma mère mon premier livre en français. Comme chaque fois que j'ai écrit un livre en créole. Et elle a voulu me faire le plus beau compliment à lui. That's off. Elle écrit là. Mais elle a pas dit ça méchamment. C'était un compliment. Mais c'est venu comme un coup de poignard pour moi. Tellement c'était sincère. Il n'y avait aucun humour. Pour elle, elle le pensait sincère. Ça veut dire que pour elle, si les mots créoles que j'ai fait avant, bon, je lui ai offert, ouais, bon, monsieur, tu peux en écrire. Mais là, je l'offre pas. Donc, vous voyez dans quelle situation. C'est-à-dire que la situation dans notre littérature, c'est celle de tout le pays, à tous les niveaux. Il n'y a pas de... Comment dire, il ne faut pas que nous séparions les différents niveaux. Les difficultés que nous éprouvons dans tous les secteurs sont les mêmes. Moi, je suis principalement écologiste dans la vie politique. J'ai toujours milité dans des partis écologistes, celui de Garçon Alpha. D'abord, le mot des masses pendant longtemps, dont j'étais l'un des vice-présidents. Ensuite, je suis un parti qui s'appelle Martinique Écologie, qui était allié au mouvement indépendantiste de Marie-Jeanne. Nous avions dirigé le conseil régional pendant les 5 dernières années, avant de perdre l'élection. Et je ne sais de dire à ces gens, à tous nos amis, bien sûr, nous nous battons pour l'écologie. Il faut défendre la membre, il faut empêcher la bétonisation des terres agricoles, etc. Mais tous ces problèmes-là sont liés aussi à des problèmes culturels, à des problèmes sociaux. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui reçoit 400 € de retraite par mois de venir se battre pour sauver le monde. Oh, c'est possible. C'est pas possible. Or, vous savez que la Martinique a subi cette catastrophe, puis le chlordécone, qui est 10 fois pire qu'en Guadeloupe, parce que vous n'avez que 5 000 hectares de terre polluée, nous en avons 22 000. Cela parce que la Martinique n'a pas beaucoup de canne à sucre. C'est un champ de malin. Et j'ai écrit avec un ami qui est président du Parti Martinique Écologie un livre qui s'appelle Chronique d'un empoisonnement annoncé. Nous avons même fait une conférence de presse à l'Assemblée nationale 2007. Alors nous sommes assis à la table, il y a toute la presse française. Boutin est assis là, et non. Corinne Lepage, Alain Lepietz, 2 députés écologistes, 0 députés. Ni le ni le Chine, ni aucun député. Dans cette conférence de presse, et la semaine d'après, une nouvelle obstétrique, les Antilles empoisonnées. Mais avant, c'était ça, peut-être une période d'école, mais il est mort. Et à partir de ce moment-là, les choses ont commencé à être difficiles pour nous, les auteurs de ce livre, parce que nous avons commencé à avoir des menaces. Des fourmis carréniques, des textos, des choses comme ça, des tentatives d'achat aussi. C'est seulement que les puissants, les derniers maîtres, ils sont très forts pour acheter. Ils ne peuvent pas acheter des écrivains parce que ça rapporte rien. Ils ont créé une grande galerie d'art et ils font des spectacles musicaux, etc. Tout ça en faux d'argent. Et ils ne peuvent pas nous acheter parce que les livres, ça rapporte rien. On va rester là. Et donc, quelque temps après, nous avons parlé avec un qui s'appelle Claude Nicolas 12 mesures pour sortir de la crise. À ce moment-là, nous avons eu la stupéfaction de voir l'État français dire on va faire un plan pour l'école. Ils ont fait un plan 2, plan 3, plan 4. Et les principales mesures que nous préconisions étaient reprises, sauf celles qui disaient qu'il fallait
chercher des responsables. Et nous donnions les noms des responsables à compagnie de la gare et ailleurs. C'est que nous refaisons poursuivre nos différences. Et nous disions, oui, c'est bien, il faut planter l'école. Et vous n'oubliez pas, et vous savez ce qui s'est passé dernièrement. Et le non-lieu, et je pense que c'est le futur. Parce que les avocats ont bien reçu mobilité, c'est une cause qui est perdue. Donc, moi, à l'université, j'ai été victime de voyous qui ont été irradiés de l'université. Ils m'ont poursuivi en justice et j'ai été condamné à 30 000 € d'amende pour le payer. Mon article que j'ai écrit sur mon site. Or, en France, les amendes de presse ne dépassent pas 1 000 €. 3 000, vous avez entendu? Ils m'ont donné 10 fois plus. Je vous donnerai l'exemple. Le milliardaire français Bolloré a fait condamner Edouard Plenel et le site Mediapart pour diffamation. Il a obtenu 1 500 € d'amende. Or, moi, je n'ai pas été condamné pour diffamation. J'ai été condamné pour atteinte à la présomption d'innocence. C'est-à-dire que pendant 7 ans, ils n'ont pas réagi ces mots-là. Donc, ils sont présumés innocents. Mais toujours est-il qu'il y a 12 millions d'euros de fonds européens qui ont disparu dans la comptabilité de l'université. Toujours est-il qu'ils ont été radiés de l'université. Ils ont été révoqués à vie de la fonction publique, mais toujours pas jugés au pénal. C'est un. Les autres cas, au moins 30 000 € de dommages et intérêts à verser à ces présumés innocents. Tout ça pour vous dire que quand vous luttez dans ce pays, ce n'est pas à l'Ukraine qu'il faut dire ça. Vous en payez le prix. Alors, vous pouvez utiliser la manière révolutionnaire comme lui, la manière pacifique, je dirais, comme moi, ou d'autres, et le résultat est le même. Si le peuple ne suit pas derrière, mais les gens s'en foutent que je paie 30 000 € d'amende et qu'on saisisse mes droits d'auteur, mais tout. Ils s'en foutent. Ils me disent, ah, ça me bien confiant. Oh, mais quand on déconne, c'est lui qui est la mauvaise. Ah ouais. Mais ils me disent, bah, écoute, mais comment tu fais pour payer 30 000 € d'amende à cause de types qui ont volé à l'université? Mais est-ce que, qui ça on peut faire? Un enfant sourd, un enfant vital? Hein? Donc, nous avons un problème, nous, les élites, entre guillemets, de relation avec notre propre population. On a l'impression que les jeunes aussi, qui sont d'accord avec nous, donc nous lançons des actions, parce que je me dis, mais si on était ça, mon ce qu'il faut les 12 millions de fonds européens, avec fou, moi, de voler, à part l'argent, moi, c'est l'argent, l'euro, bof. Non, sauf que cet argent a été donné à l'université et qu'avec cet argent, on peut acheter des ordinateurs pour les étudiants, on peut améliorer les amphithéâtres, du matériel de laboratoire, etc. quand même. Mais enfin, on ne peut pas quand même payer les pots cassés et puis voir que les gens mènent leur vie tranquillement. Et ça, il y a beaucoup de gens dans tous les domaines dans cette société, aussi bien Guadeloupéens et Martiniquais, qui payent d'une manière ou d'une autre, pas seulement financièrement, parce que ça vous casse psychologiquement aussi. Hein. On me dit souvent, ouais, on peut faire le livre, mais j'ai écrit aussi pour oublier. Les mots qui ont écrit l'histoire, aucun boiseur, qui a oublié Claude École, qui a oublié le ciel lumière de l'université, qui a oublié pouvoir s'ébéquer là, tout ça, je suis dans un autre monde. Et donc, non, la littérature n'est pas à séparer des autres combats que nous menons. La culture, je vois souvent les gens sont, ah ouais, la culture. Moi, je ne suis pas dans ce truc. Je fais 1000 autres choses que la littérature. Je ne suis pas un écrivain à plein temps, du tout. Du tout. J'ai des tas d'autres préoccupations parce qu'il y a des urgences dans le pays, en tout cas en Martinique, qui sont à peu près les mêmes qu'en Guadeloupe. La population vieillit, se vit, les terres sont bétonnées. Nous sommes dans je veux pas. L'oreille français, là, en même temps, nous voulons tous en français, on lui
pour la continuité territoriale, mais en même temps, nous Africains. Alors, il faut bien savoir, soit vous êtes fils de Toutankhamon, soit vous êtes fils de Voltaire. Mais pas les deux à la fois, quoi. Et je suis désolé, ça peut choquer certains d'entre vous, mais je considère que ce que moi j'appelle le noirisme, c'est-à-dire la déviation qui consiste à se réfugier dans l'afrocentrisme, elle constitue un frein pour la libération de nos pays. Parce que quand je rentre dans la Caraïbe, ce mouvement c'est très marginal. Je ne crois pas qu'il n'a pas existé. Mais si vous allez en Jamaïque, bien sûr, il y a un mouvement afrocentriste, mais bon, tous les Jamaïcains n'ont pas émigré en Afrique, sans quoi ils se seraient évités. Je dis que la principale préoccupation, c'est nos pays ici. Ce n'est pas Toutankhamon, ce n'est pas Haïlé Sélassié. Je veux bien qu'on les respecte, il n'y a aucun problème. Il faut les enseigner à nos enfants et tout. Mais si on se focalise, c'est comme quelqu'un qui m'envoie un mail hier soir, et je vais terminer sur ça et puis on va discuter. Est-ce que tu sais que le nom de l'Afrique, c'est Kama? K-A-M. Et que la Martinique, désormais, doit s'appeler Mataraku. Et c'est de l'Égyptien ancien. Alors, je lui ai répondu, il s'appelle Kama. Et ce travail, je dis, il pas géré Paul Dixon. Donc, je me suis fait un nouvel ennemi. Voilà. Je vous laisse la parole. Okay, Rick. Okay. You just like the words you okay, I take out. Well, you tough up to get the contact. Look at Palvi. Okay, for contact. Okay. Ok, merci. Alors, la parole est à vous. Le micro circule. Merci, Optina. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez.